Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Vous êtes membre du Rassemblement national, vous êtes eurodéputé et président du groupe RN au Conseil régional de Normandie. Alors il y a un sondage ELAB qui fait beaucoup parler depuis 24 heures pour BFM et Express qui a été publié hier soir. C'est le premier qui donne Emmanuel Macron perdant au second tour face à Valérie Pécresse. C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour le chef de l'État. Mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle aussi pour Marine Le Pen, parce qu'elle est en recul? Elle arrive au premier tour, elle est donnée troisième avec 15% des intentions de vote. Je crois qu'il faut prendre tous ces sondages avec beaucoup de précautions. Et ce que je vous dis pour celui-là vaut pour les précédents. On a bien vu les instituts de sondage, parfois donnant le sentiment de s'amuser un peu en poussant tel ou tel candidat. Moi, je me souviens qu'il y a 5 ans, en 2017, Benoît Hamon, juste après sa désignation comme candidat des socialistes, avait fait plus 9 dans le sondage qui a suivi. Et finalement, il a terminé à 5%. Et en réalité, Valérie Pécresse n'a enclenché aucune dynamique sur sa candidature. C'était un vote très restreint, très limité, aux seuls adhérents militants du parti Les Républicains. Et elle n'a pas été capable, dans cette petite campagne interne, d'exprimer autre chose qu'une ligne de Macron-compatibilité. C'est-à-dire qu'elle, par son parcours... Dieu sait si elle tape sur Emmanuel Macron, oui, mais c'est une chose... qu'elle défend le retour d'une droite forte, parfaitement, très différente de la ligne de la République. Oui, mais il ne suffit pas de taper sur le chef de l'État, il s'agit d'incarner une ligne politique. Or, ce qu'incarne Valérie Pécresse, par son parcours politique, par les choix politiques qui ont été les siens, y compris à la tête du Conseil régional d'Île-de-France, eh bien, c'est la compatibilité totale avec Emmanuel Macron. Tout le monde sait bien que jamais Valérie Pécresse va combattre avec force l'immigration, jamais elle fera preuve de détermination contre l'islamisme, jamais elle sera capable d'envisager autre chose comme modèle économique que le modèle ultralibéral de libre-échange généralisé, c'est-à-dire qu'elle n'incarne pas autre chose que la ligne Macron. Et d'ailleurs, tout le monde sait bien aussi que non seulement elle ne sera pas qualifiée pour le second tour, mais que dès le soir du premier tour à 20h01, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Ça, on verra. Revenons au sondage. Il faut prendre des précautions, évidemment. Il y a un autre sondage paru la veille, fait par Harris Interactive, celui-ci, qui laisse paraître un recul un petit peu de Marine Le Pen au profit d'Éric Zemmour. Un commentaire là-dessus? Vous avez été impressionné par sa démonstration de force de dimanche? Ce sondage, comme à peu près tous les sondages d'ailleurs depuis 4 ans, place Marine Le Pen au second tour. Et finalement installe le vrai débat de fond entre Emmanuel Macron qui défend finalement une espèce de fuite en avant mondialiste et Marine Le Pen qui entend défendre la nation comme moyen de protéger notre identité, notre sécurité, notre économie. Oui, incontestablement, Éric Zemmour a connu un beau succès d'affluence lors de son meeting de dimanche. Est-ce qu'il vous rend si service que ça au Rassemblement national? Parce qu'il y a des voix chez vous qui disaient Éric Zemmour, par sa ligne dure, les propos qu'il tient, dédiabolise finalement le Rassemblement national. Est-ce que c'est si vrai? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une concurrence au sein du camp national, du camp des patriotes. Il y a des différences mais, entre les candidatures, bien sûr, de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, mais c'est un concurrent, ce n'est pas un adversaire. Notre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que plus tard, il y aura réunion des deux listes, écoutez, réunion des deux... D'abord, aujourd'hui, il a annoncé qu'il était candidat, mais pour l'instant, il n'y a pas de candidat. Tant que les candidats n'ont pas recueilli, notamment les 500 on sait que ce sera de dire pour maire, Éric Zemmour. Personne n'est réellement et effectivement candidat. Mais si le rassemblement ne peut pas se faire dès le premier tour, on peut le regretter, mais c'est ainsi, il faut au moins créer dès maintenant les conditions pour qu'il se fasse au second tour. Et créer dès maintenant les conditions pour le rassemblement au second tour, c'est éviter de s'enfermer dans une sorte dans des polémiques un peu stériles entre patriotes et privilégier le combat contre Emmanuel Macron, parce que ce qu'attendent nos électrices et nos électeurs, c'est évidemment qu'on évite d'avoir 5 années supplémentaires avec Macron à l'Élysée. Vous avez fait un appel du pied, Marine Le Pen et Éric Zemmour ont fait un appel du pied très insistant auprès des sympathisants ou adhérents de LR qui avaient pu voter pour Éric Ciotti en disant « rejoignez-nous ». Comment allez-vous les convaincre? Uniquement sur les questions d'immigration ou plus largement sur l'ensemble de votre programme? Bien sûr, sur l'ensemble du projet. Alors précisément, c'est un électorat qui est très sensible aux questions liées à l'économie, la fiscalité, la maîtrise des dépenses publiques. Sur la fiscalité, est-ce que vous allez les convaincre quand vous dites que vous allez rétablir l'ISF? C'est quand même un totem de droite. Non, ce n'est pas le rétablissement de l'ISF. Emmanuel Macron a fait un choix politique qui consiste à pénaliser la possession du patrimoine immobilier
et à favoriser ceux qui ont un patrimoine exclusivement financier. Ouais. Et notamment avec l'instauration de l'IFI. Voilà. La Et disparition ça, de l'ISF. c'est très critiquable. En clair, vous avez une propriété de famille, vous avez travaillé toute votre vie pour l'acheter ou vous en avez hérité, eh bien, vous êtes pleinement imposé. Et puis, à l'inverse, vous avez un yacht où vous boursicotez, et vous n'êtes pas ou faiblement taxé. Voilà. C'est exactement le modèle inverse de ce que nous défendons. Nous, ce que nous défendons, c'est à la fois l'enracinement et la transmission. Et donc il ne s'agit pas du tout, tout le monde sait bien que l'ISF sous sa forme antérieure était un impôt qui était relativement inefficace et qui aboutissait… Qui rapportait assez peu. Qui rapportait assez peu et qui aboutissait bien souvent à faire fuir les capitaux, y compris ceux qui auraient pu au contraire permettre le développement de l'économie française. Mais le choix d'Emmanuel Macron de transformation de l'ISF en IFI est évidemment très critiquable, et donc c'est ce que Marine Le Pen entend faire, c'est corriger justement ce choix. Et d'une manière générale, bien sûr, on va parler à ces électeurs nombreux qui sont sincèrement des patriotes, qui ne sont pas fongibles dans le macronisme, qui ont voté pour Éric Ciotti. Je crois que derrière les adhérents des Républicains qui ont voté pour lui, il y a des électeurs en très grand nombre. Évidemment, nous leur tendons la main. Nous savons que ces électeurs-là, ils ont la même préoccupation de nous. Ils ne veulent pas 5 années supplémentaires avec Macron. Ils veulent combattre l'immigration. Ils veulent combattre l'islamisme. Ils veulent protéger notre économie. Et sur tous ces sujets-là, eh bien, le projet que nous portons avec Marine Le Pen répond, je pense, à leurs attentes. Sur la maîtrise des dépenses publiques, il y a un symbole fort aujourd'hui. Olaf Scholz prend la suite d'Angela Merkel à la chancellerie allemande, à la tête d'une coalition entre sociodémocrates, verts et libéraux. Les libéraux qui eux-mêmes ont obtenu le ministère des Finances, qui défend 2 lignes, le retour de la compétitivité de l'économie allemande, mais aussi la maîtrise des dépenses publiques avec un retour des comptes publics allemands à l'équilibre dès 2023. La France va prendre la présidence française de l'Union européenne. La maîtrise des dépenses publiques, c'est quelque chose dont on parle assez peu dans cette présidentielle, sauf peut-être durant la primaire des LR. Ça va se jouer là-dessus aussi? Je ne suis pas sûr que ça se joue là-dessus dans les prochains mois. C'est important pour l'électorat. Mais c'est un sujet fondamental. C'est-à-dire avoir une situation des finances publiques saine, c'est ce qui permet à un pays d'être résilient en cas de crise majeure. On voit bien que la France, qui avait déjà une dette publique qui était supérieure à 100% de son PIB avant même la crise sanitaire, s'en trouve aujourd'hui en très grande difficulté avec une dette autour de 120%, alors qu'un pays comme l'Allemagne, qui avait une situation financière beaucoup plus saine, eh bien, est évidemment beaucoup plus à même d'absorber le coût financier, le coût pour les finances publiques, des aides économiques qui ont été versées dans le cadre de la crise sanitaire ou les conséquences de la crise sanitaire. Mais je crois il ne s'agit pas de… La Banque de France a revu ses prévisions de croissance à la hausse aujourd'hui. Oui, mais enfin après une période où il y a eu une baisse très importante. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs des efforts qui ont été consentis par les Français. Bah, on verra ça dans la durée. Aujourd'hui, on a malgré tout une dette qui est très élevée. On a des déficits publics qui ne sont pas maîtrisés et on a un chômage, toutes catégories confondues, qui est beaucoup plus élevé qu'au début du quinquennat et qui était d'ailleurs déjà, toutes catégories confondues, plus élevé qu'au début du quinquennat, il y a 1 an et demi, au début de la crise sanitaire. Mais il ne s'agit pas, pour nous, les Allemands défendent leurs intérêts. Et on voit bien que dans la zone euro, ils savent efficacement défendre leurs intérêts. À nous d'être capables de défendre les nôtres. On voit bien que la politique qui a été menée par l'Union européenne, par la BCE, a souvent servi les intérêts de l'Allemagne et des anciens pays de la zone marque, au détriment de la plupart des autres pays de la zone euro. Donc il s'agit d'être capable de faire le bras de fer, de défendre nos intérêts. Pour l'instant, Emmanuel Macron avait fait beaucoup de promesses sur la scène européenne. On se souvient du discours de la Sorbonne. On peut dire qu'il a échoué dans absolument tous les domaines. Le travail détaché, il n'a rien obtenu. L'immigration, il a été incapable. Il a été finalement emblématique du laxisme d'un certain nombre de pays, alors qu'aujourd'hui, il y a une douzaine de pays européens qui réclament qu'enfin la Commission européenne aide les pays à protéger les frontières extérieures, ce qui évidemment est le bon sens. Et finalement, sur tous ces sujets-là, Emmanuel Macron a été absent, a été inaudible, et il va essayer de se rattraper en catastrophe dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que sa vision finalement un peu fédéraliste et de fuite en avant fédéraliste, eh bien aujourd'hui elle se fracasse sur le réel. Parlons de la crise sanitaire, la situation se détériore, se dégrade. Marine Le Pen a beaucoup dit que le pass sanitaire ne servait à rien. Elle maintient? Écoutez, aujourd'hui on a 89% des Français de plus de 18 ans qui sont vaccinés, ouais. Et on est en pleine 5e vague.
Et demain, on aura 95% peut-être de vaccinés, parce qu'à force de forcer les gens à se vacciner, parce On que sait que le pass sanitaire réduit. Le pass sanitaire est devenu une espèce de pass vaccinal, et donc la promesse d'une vaccination qui ne serait pas obligatoire d'Emmanuel Macron aujourd'hui, elle est piétinée. Et demain, si on a 95% de vaccinés, on aura probablement une 6e vague. Ce que je veux dire par là, c'est que le vaccin, la politique du tout vaccinal est un échec. Et en réalité, tout le monde a bien compris que ce vaccin est un atténuateur de cas graves, mais qu'il n'est pas... Il empêche les hôpitaux d'être débordés. Non mais attendez, il n'est pas un vrai vaccin. Ce vaccin n'empêche pas de contracter la maladie et n'empêche pas de la transmettre. Et aujourd'hui, dans nos hôpitaux, y compris dans les services de réanimation, il y a énormément de gens qui sont vaccinés. Il y a aussi, c'est vrai, des gens qui ne sont pas vaccinés. La plupart, les cas les plus graves. Et pour l'instant, on n'a aucun chiffre, ce qui laisse un peu dubitatif quand même sur les affirmations. Si, il y a des chiffres. Moi, ce qui me frappe quand même dans l'attitude du gouvernement, c'est qu'il affirme de manière péremptoire que la solution, c'est le vaccin. Tout le monde a compris qu'il va falloir vivre avec ce virus, sans doute pendant quelques années, qu'il faut donc augmenter les capacités hospitalières. En 2 ans, les capacités hospitalières n'ont pas augmenté. Donc l'administration sanitaire et le gouvernement n'ont fait preuve d'aucune agilité et d'aucune efficacité dans ce domaine. Et il faut évidemment mettre de l'argent, et urgemment, parce que beaucoup de pays ont pris de l'avance sur nous, sur les traitements. Parce que les traitements sont sans doute beaucoup plus la solution que ces vaccins, dont on voit évidemment les limites. Et vouloir vacciner tout le monde et vouloir demain vacciner les enfants, c'est évidemment une dérive qui est très inquiétante, d'autant plus que le vaccin n'est pas efficace. Alors c'est une campagne sous Covid, des meetings vont être annulés. Ça rend la tâche plus compliquée pour votre candidat ? Oui, probablement. Il ne faudrait pas quand même que le sanitaire soit en permanence le prétexte au confinement de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays partout dans le monde, y compris nos voisins européens, ont mis en œuvre... C'est les organisateurs eux-mêmes qui annulent les meetings. Ont mis en œuvre des processus démocratiques, oui, parce que le gouvernement pose ou annonce en tout cas des règles tellement contraignantes qu'elles risquent de limiter les possibilités de rassemblement. Mais ce qu'il faut, c'est faire en sorte que la campagne présidentielle puisse avoir lieu, que les Français ne soient pas privés d'un débat démocratique absolument majeur. Il ne faudrait pas que le gouvernement cherche à utiliser ou à entretenir la peur et la panique sur la question sanitaire pour justement éviter que la campagne électorale ait lieu et que ça profite au président sortant. Dernière question. En 2017, c'est en Nouvelle-Calédonie que Marine Le Pen avait fait son meilleur score en Outre-mer. Dimanche va se tenir le référendum, le 3e sur l'indépendance de l'île. Ça a été validé par le Conseil d'État hier. Logiquement, le non devrait l'emporter puisque les indépendantistes kanaks ont appelé au boycott de ce référendum. Quelle est la solution ? Puisque quoi qu'il arrive, on va se retrouver dans un no man's land constitutionnel avec la fin des accords de Nouméa. Je crois que ce qui est important, c'est d'affirmer l'appartenance à la France de la Nouvelle-Calédonie. Elle dispose aujourd'hui d'un statut de très large autonomie. L'État, un peu comme en Polynésie d'ailleurs, assure en Nouvelle-Calédonie essentiellement les fonctions régaliennes, mais avec une large autonomie. Le fait que ce soit un territoire très éloigné de la métropole, avec des spécificités nombreuses, y compris sur le plan économique, justifie sans doute ce statut d'autonomie, mais évidemment, je pense qu'il faut fermer enfin la porte à l'indépendance, c'est-à-dire à la séparation. C'est-à-dire à la séparation de la Nouvelle-Calédonie de la France, alors que, pour des raisons historiques anciennes, la Nouvelle-Calédonie fait partie de la France, et comme l'ensemble de nos outre-mer, j'étais il y a quelques jours en Martinique et il y a quelques semaines en Guyane, eh bien, nos outre-mer sont une richesse absolument extraordinaire. Il est regrettable que l'État n'assume plus ses fonctions régaliennes en outre-mer et laisse un certain nombre de départements et territoires d'outre-mer livrés à l'immigration clandestine, je pense à Guyane et à Mayotte, et n'assume pas ses fonctions d'aménageur du territoire et d'organisateur des filières économiques pour structurer notamment les filières de l'économie de la mer qui permettront le développement de l'outre-mer. On a 11 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale, le 2e espace maritime mondial grâce à nos outre-mer. Il s'agit de le valoriser et d'arrêter de traiter l'outre-mer soit comme un boulet, avec mépris uniquement ou avec condescendance, simplement parce que l'État s'est désengagé et a abandonné l'outre-mer depuis des décennies. Merci Nicolas Bay. Merci.